Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule que ma femme et moi nous avons préparée en vue de vous parler de l'importance de l'école maison. Donc vous savez, le 20 avril dernier s'est tenu à Saint-Hyacinthe le congrès de l'ACPEC, qui est l'Association chrétienne des parents éducateurs du Québec. Ça faisait quelques années qu'il n'y en avait pas eu. Et pour l'occasion, on nous a invités, France et moi, à faire une plénière d'environ 1 heure sur notre expérience de parents éducateurs et notre expérience et notre approche, notre méthode aussi. Donc, c'est ce qu'on a présenté le 20 avril, mais comme ça n'avait pas été enregistré à ce moment-là, il y a eu beaucoup de demandes par la suite. Si on pouvait le réenregistrer et si on veut, une série qui pourrait être présentée sur Internet pour ceux que ça intéresse. Donc, je suis Réal Gaudreau, je suis pasteur de l'Église baptiste en chemin à Montréal et je suis également historien de formation. Bonjour, moi c'est France Robitaille et puis je suis enseignante en francisation auprès d'immigrants et je travaille en entreprise. Et ma formation, j'ai fait un bac en linguistique à l'Université de Chicoutimi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois qu'on fait une expérience d'être tous les deux en train de faire une présentation. Donc, on a fait un jeu d'essai-erreur, puis là, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, on est vraiment content d'être là. Donc, notre dissertation va se séparer en 5 modules. Le premier, ça va être un bref historique de l'éducation. Donc, pourquoi on en est arrivé où on en est là maintenant dans le domaine de l'éducation. Ensuite, le deuxième, ça va être qu'est-ce que l'instruction selon le livre des Proverbes et comment le livre des Proverbes nous a aidés à réfléchir sur notre projet d'éducateur à la maison. Troisième point que France va faire, c'est l'anxiété parentale devant le défi de l'école maison. Évidemment, tout parent qui commence ça a peur de gâcher la vie de ses enfants. C'est faux, c'est pas ça qui arrive, vous allez voir. Ensuite, le quatrième module, ça va être notre approche pédagogique. Donc, comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, c'était quoi nos valeurs dans ça, nos décisions. Très intéressant ce point-là aussi. Et le cinquième module, France, va nous présenter les résultats, les bienfaits que ça a eu sur notre famille. Et tout ça, on va le terminer également par un court témoignage d'un événement, vraiment, on peut appeler ça un miracle, hein, littéralement, une bénédiction de Dieu qui s'est ajoutée à tout ça, mais une bénédiction qui sort, tant qu'à moi et tant qu'à France, ça sort de l'ordinaire. Donc, manquez pas ce témoignage-là à la fin. Donc, allons-y maintenant, d'abord avec le premier module, bref historique de l'éducation en Occident. Évidemment, moi, comme historien, je me suis intéressé à ça beaucoup dans notre parcours d'éducateur chrétien à la maison. Et je comprenais très bien qu'au 18e siècle, qui est bien connu comme étant le siècle des Lumières en France, notamment, mais également en Angleterre, en Allemagne, beaucoup de penseurs et de philosophes. Parmi les plus connus, Denis Diderot, qui est l'inventeur de l'encyclopédie en 1750, mais Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, encore plus connu, qui est un penseur de l'éducation moderne aussi. Vous avez Voltaire également et plusieurs autres là, qui vont proposer une nouvelle approche de l'éducation des enfants. Et leur intention est assez clairement affirmée, c'est d'assujettir tous les citoyens français à des règles communes qui viendraient de la République au sens de l'État. Donc, ils ont compris que pour y arriver, ben, il fallait qu'ils puissent commencer par les enfants. Donc, il fallait que les enfants soient livrés, si on veut, à une éducation publique et par des lois qui obligent les parents à le faire. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, cette approche-là. Il faut faire attention, il faut comprendre l'intelligence et l'utilité que ça peut avoir, mais aussi la nuisance que ça peut faire. Donc, pourquoi ils ont pensé ça? Pourquoi ils voulaient ça, eux autres? Ben, c'est qu'au 18e siècle, c'est un siècle de foisonnement scientifique, idéologique, philosophique. Donc, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles connaissances qui arrivent. Et pour eux, il y avait nécessité de mettre tous les enfants à niveau, là, tout au moins les enfants dans une même société puissent avoir les mêmes acquis, les mêmes types d'instruction
Donc ça, c'était évidemment une préoccupation avec laquelle on est d'accord aussi, en quelque sorte. Mais il y avait aussi pour eux l'idée d'amoindrir l'influence du christianisme, de la religion, qu'ils considéraient comme une superstition un peu inutile, voire nuisible dans la vie des enfants. Donc pour eux, la République doit prendre charge de l'éducation des enfants, et dans le sens que, et ça allait aussi loin que d'affirmer qu'il faut éloigner l'enfant de ses parents sur le plan éducationnel, euh, pour le livrer à l'éducation de la République. Et une des phrases fameuses, je crois que c'est Rousseau qui l'a fait, mais je ne suis pas tout à fait certain, là, c'était comme l'enfant est une masse d'argile prête, prête à être transformée par les mains du potier qu'est l'État. Donc, c'était l'idéologie principale. Évidemment, ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on a voulu comprendre, c'est de ne pas regarder ça simplement de façon négative. Il fallait comprendre qu'au 18e siècle, en pleine évolution des savoirs technologiques et scientifiques, il était nécessaire que les enfants reçoivent une instruction qui leur permette d'être à niveau avec le reste de la société, donc qu'ils puissent posséder les atouts intellectuels, techniques et tout le reste qui leur permettent d'être de leur siècle. Et pour nous, l'école maison, ça doit rester dans cette vision-là. Donc, le but de l'école maison, c'est pas d'éloigner nos enfants des savoirs qui sont utiles, hein, aux êtres humains dans notre siècle, mais c'est comment on va leur amener ça. Donc, c'était ça l'idéologie au départ. Donc, maintenant, ici au Québec, si on traverse l'océan, là, en 1940, Adélard Godbout, premier ministre du Québec, va à l'Assemblée nationale voter une loi, c'est la loi sur l'instruction publique, qui va rendre l'école obligatoire pour tous les enfants québécois. Ça, c'est en 1940, puis en 1964. Jean Lesage, alors lui, premier ministre du Québec, va créer le ministère de l'Éducation. Et là, on va retirer aux instances religieuses au Québec la direction de l'éducation du Québec. On va ouvrir les cégeps dans les années 60 et tout ça. Maintenant, dans les décennies qui ont suivi les années 60, jusqu'à nos jours, on pourrait dire, ben, ce qui est apparu évident, c'est qu'on a, un peu à la manière des penseurs du 18e siècle, on a voulu expulser le christianisme de l'école publique, de l'école privée autant que possible aussi, et de faire un milieu exclusivement laïque. On pourrait être d'accord, nous, chrétiens, avec ça, si ce n'était que en 2008, le gouvernement du Québec va revenir à la charge avec un programme éthique et culture religieuse qui a été aboli depuis, mais néanmoins, ce qu'on voyait, c'était une intrusion importante dans un champ de compétences qui devrait revenir aux parents, des valeurs religieuses, des valeurs éthiques. On comprend qu'on peut en faire un bout de chemin à l'école, mais ici, c'était un cours imposé. Donc, on allait relativiser les croyances religieuses, donc les amoindrir dans l'esprit de nos enfants. Et ça, c'était quelque chose qui nous dérangeait. Donc, j'en dis pas plus sur l'historique, sinon, pour conclusion, que aujourd'hui, l'école publique ne fait pas qu'instruire nos enfants. Si c'était ça, on dirait, ben oui, l'instruction, c'est absolument important. C'est qu'elle les rééduque aux valeurs d'une forme de constructivisme radical, où chaque enfant est guidé à suivre son ressenti sans égard à l'autorité parentale. Donc, ce que les systèmes scolaires ont fait dans les dernières années, c'est ce que Rousseau souhaitait au 18e siècle, c'est que l'éducation ait plus rien à voir avec l'opinion et les valeurs parentales, mais que ça ait tout à voir avec les destinées de l'État qui, elle, est dirigée par toutes sortes d'idéologies qui sont contraires à nos valeurs. Donc, dans notre expérience de parents éducateurs, ça pesait très, très lourd déjà, ça, quand on a commencé l'école maison. Nous, c'est à peu près un peu avant les années 2000, en 98 peut-être, 17, c'est plus clair pour moi, qu'on a commencé l'école maison, mais déjà on voyait ça En venir. 2000. En 2000, bon, Ouais. voilà. Donc, ça c'est le premier module, l'historique. Maintenant, qu'est-ce que l'instruction selon le livre des Proverbes? Maintenant, pourquoi c'est important pour nous le livre des Proverbes? C'est qu'à l'époque, je pense que c'est un peu par hasard, je faisais à l'église au Saguenay une étude sur le livre de Proverbes les mercredis soirs, et on a été saisi par une idée qui nous vient du livre des Proverbes, et ça nous a, je pourrais dire,
pas fait décider de faire l'école maison. La décision était déjà là, mais ça nous a affermis à tout le moins. Donc, on voyait que dans la parole de Dieu, en tout cas, notamment dans le livre des Proverbes, l'éducation d'un enfant est bien plus qu'un phénomène académique. Académique, là, je veux dire, être instruit dans des maths, du français, puis de la performance académique. Dans l'écriture, l'éducation, c'est plus que ça. C'est avant tout la formation d'un humain responsable par l'acquisition de la sagesse, par une instruction qui le fait cheminer vers un comportement éthique, juste et honorable. Donc, ça nous ramène à réfléchir sur c'est quoi pour nous réussir sa vie. Je vais y revenir un petit peu plus loin sur ça, mais cette question-là, elle est fondamentale. Est-ce que réussir sa vie, c'est de devenir riche, c'est d'avoir une bonne job, c'est d'avoir une grosse maison, puis de faire des voyages? Et pour beaucoup de gens, c'est ça. Mais nous, on s'est arrêté à y réfléchir, on s'est rendu compte que puisque pour nous, réussir sa vie, ce n'était pas un phénomène académique qui t'amène à gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir une bonne job, mais pour nous, c'est plus que ça, et on s'est inspiré de la Bible. Donc, 2 points qu'on a compris. Il y a une différence entre éduquer un enfant et instruire un enfant. Maintenant, et les deux sont importants. Donc, l'instruction implique la transmission de savoir académique. Instruire, c'est apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter, à acquérir, à réfléchir aussi, à avoir des connaissances en histoire, en sciences et tout ce qui est nécessaire pour être de notre siècle. Ça, c'est l'instruction. Cependant, l'éducation, elle, implique plutôt le comportement moral, les valeurs chrétiennes, la crainte de l'éternel à la limite en ce qui nous concerne. Donc, c'est le comportement vis-à-vis le reste de la société dans laquelle on vit. Concrètement, bien se comporter en société relève davantage de l'éducation parentale et l'instruction, elle, relève davantage de l'école publique ou privée. C'est un peu le modèle qu'on a adopté en Occident. Maintenant, si l'école publique ou privée, le ministère de l'Éducation se résumait à s'occuper de l'instruction et gardait aux parents le droit d'éduquer leur enfant dans les valeurs familiales, ça pourrait toujours aller, mais c'est pas ça qui se passe depuis 20, 25, 30 ans, en tout cas pas ici au Québec. Depuis quelques décennies, le ministère de l'Éducation du Québec s'est approprié par des lois le droit exclusif de se donner une place au-dessus des parents. Non seulement dans l'instruction académique, les matières, mais aussi pour éduquer nos enfants dans des valeurs de l'État qui souvent sont à contresens de nos valeurs et de nos convictions parentales, notamment en matière de croyances religieuses. Et c'est là que France et moi, on a choisi. Hein, ça, c'était un moment là où on a choisi, on dit non, on a des enfants, c'est à nous de s'en occuper. On va donc veiller non pas seulement à leur instruction, mais on va s'occuper de l'éducation. Donc pour ça, il a fallu avoir un objectif précis, parce que sinon, on risque de décrocher en cours de route. Puis quand on fait l'école maison, hein, on a eu des discussions des fois, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? C'est facile, il y a des offres d'emploi intéressantes qui arrivent, des fois tu te dis, ouais, parce que faire l'école à la maison, c'est choisir que maman ne travaille pas, parce qu'elle va être entièrement occupée à cette tâche-là et que papa va devoir, lui, s'ajouter du temps pour s'occuper également de certaines matières. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement engageant sur le plan de la famille. Donc, pour être capable de tenir le coup tout au long, ben, il fallait avoir des objectifs précis au départ et de se rappeler ces objectifs-là. Donc, pour y arriver concrètement, on a établi des objectifs clairs qui allaient guider notre démarche éducative. Donc, je vous en donne 2 ou 3. Un des premiers, c'était par souci d'instruire et éduquer nos enfants dans nos valeurs chrétiennes. Ça, là, nos valeurs chrétiennes, pour nous, on dit c'est pas à l'école qu'ils vont les apprendre. En fait, on a compris que l'école les déconstruirait. Donc, on s'est dit, on veut absolument avoir la main là-dessus. L'autre, parce que si on ne décide pas de s'occuper de l'éducation de nos enfants, ben, le monde et ses systèmes éducatifs vont s'en occuper et vont leur inculquer leurs valeurs qui risquent fort de l'emporter
sur nos valeurs chrétiennes. Donc, une école du dimanche à 1 heure par semaine, là, ça fait pas le poids devant combien? 35 heures à l'école ou un peu moins, un peu plus, là, de valeurs. Fait qu'on se dit, ouais, c'est ça. Si on décide pas de faire l'école à la maison, on va voir ce qu'on voyait dans des familles autour de nous, des jeunes qui abandonnent la foi à l'adolescence parce qu'ils sont gagnés par quelque chose qui, dans ce monde, brille beaucoup plus à leurs yeux que les valeurs chrétiennes et nos églises. Donc, vous voyez, donc l'enjeu le plus crucial pour nous était, et là, j'en viens à cet objectif-là, que veut dire pour nous réussir sa vie? Tant qu'on ne répond pas à cette question-là clairement, on limite pas s'engager dans l'école maison. Donc, nous, à cette question-là, la réponse était, est-ce nos carrières et nos réussites personnelles qui devaient primer sur celles de nos enfants? Donc, est-ce qu'il était important qu'on réussisse nos carrières, moi, pastorales, France dans d'autres choses, puis qu'on dit, nous autres, on est des êtres humains, puis on veut réussir, donc nos enfants, on va confier ça à l'école publique, puis nous, on va réussir nos vies en parallèle à tout ça. Donc, il a fallu répondre à cette question-là, et pour nous, la question que veut dire réussir sa vie, pour nous, c'était beaucoup plus rattaché à accompagner nos enfants à bien réussir leur vie. En d'autres mots, la réponse était la réussite de nos enfants, ça sera ça notre réussite. Parce qu'on voyait beaucoup de parents en peine aussi qui voyaient leur enfant avoir toutes sortes de problèmes qui venaient des influences de l'école publique. Et là, on se disait non, on ne veut pas ça parce qu'on voit la peine que ça cause aussi. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, nous, si on veut avoir le bonheur de voir nos enfants aller bien, mais c'est peut-être qu'il va falloir s'y mettre. Donc, quand cet objectif-là est clair pour nous, que la réussite, c'est pas notre réussite professionnelle à nous, c'est la réussite de la famille, à son sens large, parents et enfants. Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif-là? Et je pense qu'on l'a atteint, puis c'est pour ça que ça nous fait plaisir de faire cette capsule-là. Donc, j'irai maintenant vers ce que je disais, le livre des Proverbes. Comment ce livre-là nous a influencés? C'est pas très long, hein? En étudiant ce livre, on a compris qu'il vaut mieux instruire nos enfants dans des valeurs de sagesse, de discernement et de crainte de l'Éternel que pousser au maximum la réussite académique. Entendez-moi bien, là. On n'est pas contre la réussite académique, c'est ce qu'on a poussé beaucoup aussi. Mais on a compris que la réussite académique est moins importante au départ que la réussite de la sagesse, de l'éducation. Autrement dit, un enfant bien éduqué avec des bonnes valeurs va réussir académiquement. C'est la chose la plus certaine. Maintenant, si on poussait la réussite académique seulement, on pourrait en faire des enfants très intelligents avec des bons jobs et des bons salaires, mais ils pourraient être des idiots quand même dans leurs comportements sociaux. Donc, le livre des Proverbes 22.6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et plus tard, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça, ce texte-là ne dit pas d'envoyer ton enfant à l'école du dimanche puis que ça va faire le travail. Non, ça dit toi, là. Toi, ton travail, c'est d'éduquer. C'est de t'occuper de tes enfants, de leur inculquer des valeurs. Ils pourraient s'en détourner un petit bout de temps, ça peut arriver. Mais ces valeurs-là, se sont bien inculquées, elles deviennent un fondement dans leur cœur et dans leur âme. Donc, on ne parle pas ici de connaissances et de savoir académique, instruit l'enfant, mais de comportement éthique, la poursuite du bien comme valeur qui garde le jeune homme sur le droit chemin, la jeune fille aussi, là, tous les jours de sa vie. Donc, on avait compris ça, puis ça nous a... moi, je me souviens, là, la fois, France, qu'on avait vu ça, puis ça nous avait vraiment éclairé, cette affaire-là. Donc, nous avions compris que si nos enfants apprenaient les valeurs, la valeur de la sagesse au sens biblique du terme, ben cette même sagesse les guiderait à réussir leur formation académique de toute façon par après. Donc, ce qui importe le plus pour nous n'est pas la fortune, ni la réussite financière, mais la réussite morale, éthique et spirituelle de nos enfants. Donc, la crainte de l'Éternel devait être implantée dans leur cœur, pas de manière légaliste, mais de manière instructive, intelligente, sage. Donc, selon le livre des Proverbes, et là, je termine ce module en vous lisant un texte de
Proverbes chapitre 2, verset 1. Selon le livre des Proverbes, la réussite passe par l'acquisition de la sagesse qui entraîne plus tard le jeune homme à toutes les réussites académiques possibles. Donc, je vous lis ça. Proverbe 2, 1 à 11. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Donc, vous voyez, ce texte-là, qui est extrêmement riche et inspirant, a été une inspiration dans l'objectif ou les objectifs de l'école maison pour nous. Maintenant, je passe le micro à France qui va faire le 3e module. Oui, alors moi je vais vous parler de l'anxiété parentale devant le défi de l'école maison. Disons qu'avant même qu'on prenne la décision, on avait ce projet-là devant nous, on y réfléchissait, puis c'était assez anxiogène, je pourrais dire, parce que là, c'est quand même un gros projet. On voulait pas comme l'essayer, puis au bout de 3 mois, arrêter là. Donc, on voulait vraiment y réfléchir comme il faut avant de s'engager dans ce défi-là. On le voyait vraiment comme un projet familial, hein, puis c'est ça. Mais je vais vous parler de différents aspects qui ont été un peu anxiogènes pour nous avant de se décider puis de dire OK, on se lance, on commence, on y va. T'sais. La première, juste avant de parler de la première anxiété pardon, qu'on a vécue, je veux juste vous dire que en tant que parent, on a quand même quelque chose que personne d'autre possède. C'est qu'on a une connaissance et un amour profond de notre enfant. Et ça, c'est déjà un bon gage de réussite en partant. Alors, la première anxiété qu'on avait, c'est qu'on se disait, est-ce qu'on est compétent? C'était, tu sais, on craint de ne pas être à la hauteur, puis tout ça, de ne pas être compétent, mais en fait, c'est faux. Parce que, d'abord, quand on commence au primaire, hein, ou le primaire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et puis, s'il y a quelque chose qui est un peu loin dans notre esprit, hein, comme les mathématiques par exemple, ben, on commence en première année, puis on se rappelle toutes les notions, les connaissances mathématiques, et puis on se remet dedans, puis ça, c'est... 2 plus 2, ça fait combien? Oui, ouais, c'est ça, tu sais. Pas compliqué. Fait que finalement, tranquillement, on se remet dedans, puis on se rappelle certaines notions. Puis, ah oui, c'est vrai. Puis bon. Fait que déjà, il y a ça. Et puis, la plus importante des compétences, c'est celle de se savoir être des parents de confiance pour nos enfants. C'est déjà là. Alors, c'est en le faisant, c'est dans le parcours qu'on se rend compte que on est plus compétent qu'on peut le penser parfois. Et puis, juste pour vous donner un exemple, c'est que au même moment qu'on faisait l'école maison, on prenait des cours à temps partiel à l'université. Hein? Réal faisait son bac en histoire, moi je faisais mon bac en linguistique. Et à l'université, j'avais un petit travail, c'est que je corrigeais les dictées et l'analyse grammaticale des futurs professeurs, de ceux qui étudiaient en éducation. Donc, ceux qui avaient manqué le test de français à l'université, ils se retrouvaient dans ces cours-là et là,
Il revoyait toutes sortes de notions en français. Et chaque semaine, il faisait une dictée avec une analyse grammaticale. Et moi, je rapportais ça à la maison, je corrigeais les dictées. Et laissez-moi vous dire, mes enfants étaient au primaire. Mon premier était comme vers la fin du primaire, 5e année, 6e année. Et il écrivait nettement mieux que beaucoup de ces personnes-là. J'étais vraiment étonnée, puis je me disais, ben pourtant, ces personnes-là vont se retrouver professeurs dans les classes, là. C'était assez saisissant. Et au début, euh, la réussite du cours n'était pas obligatoire. Donc, même s'ils échouaient ce cours-là, ils se retrouvaient quand même à avoir leur bac en éducation. Là c'est plus comme ça aujourd'hui, heureusement. Mais il y avait vraiment une grosse différence, laissez-moi vous dire. Euh, donc, c'est ça. Ça m'a fait relaxer vraiment parce que je me disais, eux, ils ont fait tout un parcours là, scolaire là, jusqu'à l'université. Et rendu à l'université, ils écrivent beaucoup moins bien que mon enfant qui est en 5e année ou 6e année. Donc, l'anxiété de compétence, C'est ça. Une autre anxiété qu'on avait, c'est la peur de gâcher leur vie. Tu sais, on se dit, ben, on sera jamais à la hauteur d'un professeur de mathématiques, par exemple, ou, tu sais, c'est ça, ça nous habite quand même. Mais à un moment donné, Michael, notre premier garçon, il était rendu en secondaire 2 et puis il y avait un de ses amis qui était en secondaire 2 aussi, mais qui allait à la polyvalente du quartier. Et puis, on s'est aperçu qu'il faisait le même matériel scolaire en histoire que notre fils, tu sais, ce qu'on avait choisi pour lui. Alors, on lui a dit, hey, apporte ce que tu fais à l'école, on veut voir, on veut comparer, tu sais. Parce qu'il avait vu les cahiers qu'on utilisait, puis il dit, ah, ben moi, j'ai pas ces cahiers-là. Ah, ben je dis, apporte-nous, qu'est-ce que tu fais? Et puis là, il est arrivé à la maison et puis je me rappelle, nous, on avait comme 2 cahiers d'histoire, mais c'est sûr qu'on n'a pas tout fait dans les détails parce que ça a donné presque 500 pages, là. C'était énorme, mais quand même, le cahier du professeur, là, c'était 80 pages seulement pour toute l'année scolaire. Ça équivalait à 20% de ce qu'on allait voir avec notre fils, là. C'était énorme la différence. et en moins de temps qu'on prenait, nous. C'était plus court, notre approche, que celle de l'école. C'était ça qui Oui, était oui, particulier. oui, oui, exactement. Donc, vous savez, un professeur, là, il y a 25 à 30 enfants à gérer dans sa classe, là. Nous, on a 2, 3, on peut vraiment, tu sais, peut-être plus, là, certains parents, mais je veux dire, ça reste quand même beaucoup moins. Et puis, je veux dire, c'est un enseignement personnalisé qu'on leur offre, là. On les accompagne, on avance à leur rythme, on voit quand ils comprennent pas, tout ça. Et puis, c'est ça, les outils pédagogiques, ben, c'est sûr qu'on achetait le matériel reconnu par l'école, tout ça. Nous, c'est ce qu'on préférait faire. Puis, il y avait aussi Internet. On pouvait compléter en allant chercher des choses sur Internet. Et puis aussi, vous savez, quand on utilise un programme, là, puis qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas bien adapté pour notre enfant, je me rappelle en mathématiques avec notre fils Michael, le programme était vraiment ardu, puis on avançait un peu à pas de tortue, jusqu'à temps que je m'informe auprès d'un autre parent, puis me conseiller un autre matériel scolaire, puis j'ai changé. C'était tellement plus simple, c'était tellement clair, toutes les étapes, la démarche pédagogique pour régler un problème mathématique, c'était tout détaillé, c'était tellement bien fait. Et c'est quelque chose qu'on pouvait se permettre de faire en plein milieu de l'année, là. Mais, tu sais, à l'école, ben, votre enfant va devoir continuer avec le même matériel pédagogique, mais vous pouvez changer là, en tant que parent qui fait l'école maison. Et puis, rappelez-vous aussi que votre enfant qui soit surdoué, qui ait un cheminement régulier ou qui ait
des difficultés, là, il ne sera jamais laissé dans le fond de la classe. C'est pour ça que on peut vraiment l'accompagner de près. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi un autre aspect qui était peut-être une anxiété qu'on avait, c'était l'aspect de la socialisation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont soulever ce point-là, mais qui a dit qu'un enfant avait besoin de 300, 400, 600 enfants pour bien socialiser, là? Je veux dire, même nous, quand on allait à l'école, là, on n'était pas amis avec tous ces enfants-là. Là. On avait quelques amis, 3, 4, 5, 6 peut-être. Mais je veux dire, on se tenait tout le temps avec les mêmes amis. Donc, la socialisation, là, je veux dire, on a une vie de famille, on ne vit pas en ermite, là. Nos enfants, on les inscrivait à des activités sportives aussi. Donc, il y a le voisinage, il y a l'église, nos enfants, à chaque année, on allait dans des camps de vacances aussi. Donc, la socialisation, elle est présente dans leur vie, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis l'école maison, ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est d'équiper nos garçons pour faire de bons choix dans le choix de leurs amis. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont été bien entourés. Alors, voici ce que je dirais en conclusion pour cette section-là. C'est que si au départ on ressentait de l'anxiété parentale quant à notre choix éducatif pour nos enfants, aujourd'hui, nous voyons que le choix que nous avons fait à l'époque nous évite aujourd'hui de nombreuses anxiétés. Alors voilà, je passe le micro à mon mari. Oui, voilà. Donc, il a fallu se développer une approche éducative. Par ça, je ne veux pas dire quelle sorte de matériel on allait utiliser, mais plutôt, c'est quoi un peu la manière qu'on réfléchit à l'éducation? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on leur dira pas? Donc, comment avons-nous abordé les questions qu'on pourrait qualifier de sensibles? Bon, parce qu'à l'école, on va leur parler de toutes sortes de choses. Il y a toute la question de la science, la théorie de l'évolution, toute la question de la sexualité. Donc, c'est des questions sensibles. Donc, il a fallu réfléchir à comment on va aborder ça et ne pas choisir de ne pas les aborder parce que pour nous, on était aussi en train de construire une capacité à nos jeunes hommes d'être capables de vivre dans ce monde, dans la réalité et les valeurs de ce monde, mais en ayant des opinions. Mais en même temps, ce sont des questions sensibles. Donc, notre intention à nous, ça n'a jamais été d'exclure par l'école maison nos enfants de la réalité sociale du 21e siècle, comme si on devait les surprotéger du monde. Notre approche éducative consistait à équiper nos garçons à savoir dialoguer et vivre en ce monde en étant capables de faire le tri plutôt que de tout rejeter au nom de la foi chrétienne et du diable qui serait partout. Évidemment, c'est pas qu'on manque de conviction sur ces questions-là, mais c'est qu'on voulait que nos enfants aient une intelligence qui les rende capables de discerner, d'où l'importance du livre des Proverbes. Donc, je vous donne un exemple, la théorie de l'évolution et toute la question de l'athéisme qui est très, très présente. Il fallait aborder ça. Donc, moi, je me suis occupé de ce volet-là. Théorie de l'évolution, c'est quelque chose que je connais bien moi-même. J'ai des ouvrages de Darwin, puis j'ai toujours pensé que si on veut discourir sur un sujet, faut le connaître. Faut pas juste avoir une opinion qui est distanciée du sujet. J'ai vu des fois des chrétiens être contre la doctrine de l'évolution, mais pas savoir pourquoi. T'sais, on dit on est créationniste, on est donc contre. Nous, on a voulu que nos enfants comprennent un peu plus le débat. Donc, on a abordé la question de la théorie de l'évolution de Darwin. Et j'ai voulu montrer, moi, que Darwin, c'était pas un imbécile. Voyez-vous, c'était ça, là. Moi, je connais assez bien Darwin. C'est un homme extrêmement brillant. Donc, je partais toujours de ce qu'il y avait de bon à dire sur Darwin. Puis comprendre ce que Darwin a compris dans toute la question de la théorie de l'évolution, à laquelle je n'adhère pas, mais j'adhère quand même à certains points qui sont importants en science. C'est l'adaptation des espèces dans un milieu naturel. Ben, c'est pas une hérésie, ça. On est d'accord avec ça. Donc, c'était de faire voir ce qu'il y a d'intéressant. Donc, que ce soit pour la théorie de l'évolution ou d'autres grandes questions sociales et philosophiques, on essayait de les comprendre de l'intérieur et d'en faire ressortir ce qui peut avoir de très intéressant. Mais également, un coup qu'on a fait ça,
et être capable d'expliquer sainement les raisons qui font qu'on n'est pas du même avis. Nous, on est évidemment des créationnistes. On croit que l'univers et la vie sont une création de Dieu. Mais voyez-vous, c'est ça l'approche, c'est de ne pas tout jeter, de examiner les choses, retenir ce qui est bon, puis d'avoir une éducation qui pousse nos enfants à avoir une réflexion. C'est un peu la même chose, la sexualité. Hein? Il y a un moment qu'il faut bien parler de ça. Donc, nous, évidemment, on se disait, c'est pas à l'école à parler de sexualité à nos enfants. On doit prendre ça à notre responsabilité. Donc, parler de l'éveil de la sexualité, puis d'en parler comme dire, c'est pas un péché, l'éveil sexuel. Ça fait partie des étapes du développement physiologique d'un être humain, qu'on soit un garçon ou une fille. Donc, comment on parle de ça avec science, avec équité, avec justesse, mais tout en étant capable de les amener à être capable de gérer cette passion-là, cette pulsion-là qui arrive au début de l'adolescence. Donc, c'était de faire voir la normalité des choses et non pas de toujours présenter les choses sous l'angle du mal. Il y a les valeurs qui s'opposent également à celles de l'Évangile en ce monde. Donc, on se dit, nos enfants, lorsqu'ils sont devenus grands, ils vont devoir confronter, ils ne seront plus sous notre éducation, ils font leur vie. Ben, il faut qu'on les prépare à ce qui se passe, à ce qui se dit. Donc, on a décidé de parler de toutes les grandes philosophies ambiantes, l'athéisme. Moi, j'ai fait lire à mes garçons, surtout mon plus jeune, qui aimait lire des romans du Victor Hugo, du Dostoïevski, donc comprendre. Donc, on ne lisait pas que la Bible. On voulait leur donner une connaissance assez générale des savoirs intéressants. Donc, apprendre à comprendre le monde et ses valeurs sans toujours pointer comme si tout ce qui n'est pas biblique est forcément mauvais. Donc, évidemment, on ne voulait pas faire ça. Il y a un exemple qu'on a vécu à un moment donné, un jeune homme qu'on a rencontré, en fait, une famille qui faisait l'école maison. Et dans leur approche à eux, c'était qu'on ne parlait pas de science, on ne parlait pas de philosophie. Tout était tellement centré sur la Bible que le jeune homme, après son secondaire 5, quand il s'est retrouvé dans un cégep pour continuer ses études, il fait face à un cours qu'on appelle Philo 1 au cégep. Et là, le prof insiste beaucoup sur l'athéisme, sur Richard Dawkins, sur Samuel Harris, le quatuor des athées. Puis ce jeune homme-là est comme confronté à quelque chose dont il n'avait jamais entendu parler. Ses parents ne l'ont pas préparé à pouvoir réfléchir, discourir, échanger. Donc, ce jeune homme-là est venu me voir au bureau un jour pour me dire, j'ai l'impression que l'école maison, c'est mauvais parce que j'ai plein de choses importantes que j'ai pas su. J'ai l'air d'un ignorant par rapport aux jeunes de mon âge. Donc ça, c'est intéressant de comprendre que le but de l'école maison, c'est de quand même être capable de faire le tour de toutes les grandes questions qui sont importantes dans le développement scientifique, philosophique d'un humain pour en faire un jeune homme capable ou des enfants capables de faire le tri, de réfléchir par eux-mêmes. Donc ça a été quelque chose de très important pour nous. L'importance des bonnes relations avec les gens de ce monde. L'école maison, c'est pas juste de l'académie, c'est pas juste de la communication, c'est comment on vit. Pour France et moi, ce qui est important, c'est comment nos garçons nous regardent vivre notre vie. C'est de l'éducation, ça. Comment ils nous voient se demander pardon quand c'est nécessaire. C'est important, ça. Comment on a dû, des fois, demander pardon à nos enfants. C'est une façon extraordinaire de leur communiquer qu'est-ce que la doctrine de la grâce de Dieu. Dieu nous pardonne, mais on confesse nos fautes aussi. Donc, on ne communique pas la grâce de Dieu simplement en réussissant toujours. C'est souvent à travers notre échec, notre relèvement, notre confession, que la grâce de Dieu est mise en valeur. Donc pour nous, ça avait beaucoup d'importance, ça. Comment on vit dans la maison, si on veut que nos garçons soient honnêtes, est-ce que nous, on est honnêtes? Face à notre Église, notre offrande à l'Église, pour nous, c'était important. Nos garçons étaient témoins que c'était ça qu'on faisait. Donc, on leur a appris à l'exemple à le faire. L'engagement envers l'Église aussi. Nous, on va à l'Église à tous les dimanches. C'est pas un engagement qu'on prend le dimanche matin. On a pris cet engagement-là une fois pour tout. Donc, c'est très exceptionnel qu'on ne sera pas là. Donc, on voulait que nos garçons aient cette valeur-là
ben, il fallait l'avoir nous-mêmes. Donc, il faut comprendre qu'on est, Franck le disait tout à l'heure, on est le meilleur professeur de nos enfants parce qu'ils nous font confiance. Donc, la transmission des valeurs, ça va bien au-delà des bouquins. C'est notre façon de vivre. Donc, nous, et je termine sur ce volet-là en disant ceci, le respect des autorités civiles, on ne parlait pas contre les gens, on ne parlait pas contre les policiers. Le savoir-vivre en société, respecter les gens. On respectait nos voisins beaucoup, qui n'étaient pas croyants. Puis même, on avait des bonnes relations avec nos voisins, qui fait que nos voisins aimaient beaucoup nos enfants. Donc, le savoir-vivre ensemble, là, que l'école veut apprendre aux enfants, ben, on devient très habile comme parents pour leur apprendre ça si nous-mêmes, on sait le vivre et ainsi de suite. Dernier point, on n'a pas appris nos enfants, nos garçons, à être des évangélistes, puis à être des prédicateurs. J'ai vu des parents faire ça des fois, puis vouloir qu'un jeune parle de Jésus partout. Nous, on les a laissés libres avec ça parce que être un prédicateur, puis être un évangéliste, ça nécessite une formation. Donc nous, on a décidé que nos enfants seraient des enfants selon l'âge de l'enfance qu'ils ont. Donc, de maintenir ça de façon, de maintenir ça sainement. Donc, on arrive au 5e volet. Je retourne l'instrument à France. Oui, oui, tout à fait. Merci. Alors, moi, je vais vous parler des résultats. Comment se portent nos 2 garçons 10 ans plus tard? Eh bien, on est heureux de vous dire que nos enfants vont bien. Autant... Dis donc quel âge qu'ils ont maintenant. Oui, oui, j'y arrive, chérie. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Alors, nos garçons vont bien autant dans leur vie que dans leur foi. On pourrait dire ça comme ça. Et vous savez, nos enfants ont participé à toutes sortes d'activités extérieures pendant notre projet d'école maison. Hein? Il y en a qui ont fait des cours de piano, des cours de karaté, soccer, baseball, natation. Donc, ils ont été... on a voulu les initier à diverses choses parce que c'est comme ça aussi qu'on découvre c'est quoi leur intérêt ou leurs intérêts dans la vie, devrais-je dire au pluriel. Alors, voici, on va vous les présenter. Notre premier garçon s'appelle Michael. Il a aujourd'hui 28 ans. Il est célibataire, mais il fréquente une jeune femme pour l'instant. Donc, il est aujourd'hui technicien en génie industriel. En fait, son titre de profession, c'est technicien en amélioration continue. Mais c'est ça ne dit pas grand-chose pour plusieurs personnes. Donc, c'est un technicien en génie industriel. Et pour vous dire, quand il est retourné au cégep, tu sais, on peut des fois peut-être avoir une petite insécurité. On se dit, oh mon Dieu, est-ce que la barre va être trop haute pour lui? Mais Michael, notre garçon, il a eu une bourse d'excellence à la fin de ses études, une bourse d'excellence de 500 $ parce qu'il a été le meilleur étudiant de sa cohorte. Donc, c'est pour vous dire à quel point non seulement il a réussi, mais il a excellé. On pourrait le dire comme ça. Hein? C'était cégep de Lionel Groux à Sainte-Thérèse. Hein, ouais, c'est ça, exactement. Il est aussi un programmeur de robots collaboratifs. Et à l'Église, il est trésorier sur le CA de l'Église et il est aussi un administrateur sur le CA d'un ministère chrétien qui s'appelle le Mix Collectif. Peut-être que plusieurs d'entre vous savez de quoi il s'agit. Et pour ce qui est de notre deuxième garçon, Jonathan, il a aujourd'hui même, au moment où on enregistre, c'est sa fête. oui, c'est ça, c'est sa fête. Et puis, il a 26 ans aujourd'hui. Il est marié à Marine, notre belle-fille qu'on aime beaucoup. Et puis, ils ont actuellement 2 enfants et il y en a un troisième qui est en route, qui va vraiment montrer le bout de son nez bientôt. Alors, Jonathan, il est conseiller financier. Il est aussi conseiller financier sur le CA de son église. Et puis, pour vous dire, ils n'ont pas été trop traumatisés de l'école maison parce que les 2,
ils voudraient faire, ils souhaitent faire l'école maison. Donc, voilà ce qu'il en est de nos deux garçons. À toi, Réal. Bon, écoutez, en conclusion, je vous raconte la fameuse anecdote que je vous avais dit, qui est la chose à ne pas manquer, parce que cette affaire-là, c'est pour moi, en tout cas pour France aussi, c'est le moment d'une expérience qui, des fois, quand on a des doutes, on vit ça, les chrétiens, voilà, est-ce que ça existe, Dieu, c'est ça, tu fais à croire quelque chose. Mais à cause de cet événement-là, on ne peut pas douter. Parce que, à moins que Dieu soit dans l'affaire, une telle chose n'aurait jamais pu arriver. Donc, voici l'histoire. C'est qu'en faisant l'école maison, on se privait d'un salaire, puis moi, j'avais un salaire de pasteur qui n'était pas trop élevé à l'époque. Donc, ça nous serrait. Donc, il fallait faire attention à nos dépenses. Puis, on faisait une coupe d'épicerie, puis on surveillait les spéciaux, puis on achetait ce qui était pas cher. Puis, des voyages, on faisait pas ça nous autres. Fait que c'était des vacances, c'était toujours à la maison. Puis, c'était le prêt à payer faire l'école maison, puis on le regrette pas du tout, là. On n'a pas fait pitié, mais c'était ça, l'école maison, pour nous. Donc, on espérait éventuellement trouver une façon d'avoir des sous. Puis il y avait notre maison, et on avait acheté une maison vraiment pas chère. On avait eu un deal à cause du le déluge du Saguenay là, à la baie qui a touché notre ville. Puis les maisons sont devenues tellement pas chères qu'on en a acheté une, sauf qu'il y avait des réparations à faire dessus. Et là, arrive une situation, c'est qu'à un moment donné, notre maison est mal en point, la toiture est à refaire au complet, mais pas juste le bardeau, là. Le toit au complet qui est en train de pourrir de l'intérieur. Puis on a des problèmes avec nos fenêtres aussi qui sont pas bonnes. C'est des fenêtres d'origine qui ont une quarantaine d'années en bois. Il y a également la salle de bain, là, le plancher est mou. C'est en train de... C'était au risque de se ramasser au sous-sol. À un moment donné, c'était tellement mou. Fait qu'il y avait des grosses réparations qui ne pouvaient pas attendre. Et là, on ne savait pas... le choix qu'on avait, c'est est-ce qu'on continue l'école maison ou on arrête, France va trouver un travail et ça va permettre de régler le problème. On va avoir des sous, on va réparer notre maison parce qu'on était vraiment au bout de l'affaire. Et un soir, on a prié ensemble là-dessus. On a remis ce besoin au Seigneur. Puis on restait convaincus qu'il ne fallait pas arrêter l'école maison. Mais comment vous dire, quand tu arrives à la limite, là, tu fais quoi? Donc, on a prié le Seigneur, puis on a demandé au Seigneur qu'il pourvoie. Et, et voici que, entre-temps, France reçoit un appel du directeur du département de linguistique de l'Université de Chicoutimi, M. Dolbeck. Ouais, je me souviens, c'est moi qui avais répondu. Et puis lui, il offre à France une job qui l'amènerait à être éventuellement professeur de français. Parce que France était très performante en français, puis les dirigeants du module l'avaient remarqué évidemment, puis ils voulaient la repêcher comme éventuellement la faire devenir prof. Donc c'était intéressant parce que un peu plus loin dans son parcours, ça leur a amené à un excellent salaire. C'était 70 000 je pense. C'était 60 000 à l'époque. 60 000 à l'époque. Ouais. C'était énorme, 60 000 à l'époque. Donc nous, quand on a entendu ça, on s'est dit, est-ce que c'est une réponse à notre prière? On a demandé au Seigneur de pourvoir. Donc 60 000 ouf. OK. Puis des fois, là, comment vous dire, il y a des réponses qui apparaissent une bénédiction, mais il faut s'arrêter à y réfléchir parce que nous, on avait une conviction plus forte. Les objectifs qu'on s'était établis des années avant, c'était quoi la réussite pour nous? C'était nos enfants, c'était prioritaire. Puis, donc, on n'avait pas envie, au cœur du début de l'adolescence à peu près, là, d'abandonner notre projet éducatif pour ça. Donc, on a supplié le Seigneur de pourvoir et quand cette annonce-là nous est arrivée, on a réfléchi, on a reprié, on était torturés. Moi, je me souviens là, que c'était vraiment pas évident. Là. Et tout à coup, on a décidé de refuser l'offre. L'offre est refusée. Ouais. C'était fou, pareil. C'était comme les gens autour de nous là, qui regardaient en disant « Vous êtes vraiment débiles, vous autres, vous faites des décisions tout à fait étonnantes. » Mais c'est ça, des fois, avoir des convictions. Il faut y tenir au point de prendre des risques. Puis si on ne prend pas de risques, ben c'est pas sûr qu'on va voir le Seigneur vivant. Donc, voici ce qui est arrivé dans les semaines et mois qui ont suivi. C'est qu'il y avait une personne dans notre Église qui avait des compétences en administration, en gestion, en rapport d'impôts, toutes ces questions-là. Puis cette personne-là était sur le CA de l'Église et
Et à l'époque, elle était nouvellement sur le CA de l'Église. Et là, elle avait vérifié mes rapports d'impôts parce que c'était la secrétaire qui faisait ça à l'Église. Et puis, elle a décidé de regarder comment mes rapports d'impôts étaient faits, à savoir si j'avais droit, si j'avais obtenu les exemptions qu'un pasteur peut avoir, qui sont légitimées par les gouvernements fédéraux et provinciaux. Puis elle découvre que je ne profitais pas de ces exemptions-là. Donc, elle est venue nous voir, puis elle nous a fait signer un document, là, une lettre, une procuration qui était envoyée au gouvernement fédéral, comme quoi elle pouvait nous représenter pour réouvrir notre dossier d'impôt. Et nous disant, si le fédéral accepte, le provincial est obligé d'accepter aussi. Et ça a été accepté. Le fédéral a réouvert notre dossier d'impôt et on est retourné jusqu'à 12 ans en arrière. Et là, ça a été l'affaire la plus fascinante qu'on a vécue de notre vie. C'est que le gouvernement, il réexamine chaque année. Donc, 12 années, fait qu'on a reçu 12 chèques d'impôts payés en trop. Ça touchait la TVQ, la TPS, les allocations familiales. Les allocations familiales. Ouais. Il y avait également le fait de profiter de l'exemption de taxes foncières sur la maison. Écoutez, il y avait toutes sortes d'affaires que ça... Donc, c'était 12 ans pour fédéral, mais les 12 autres années pour le provincial. Donc, on recevait un chèque pour chaque année, pour chaque item. Et là, on s'y met à recevoir des chèques pendant 2 mois, 3 mois, c'est plus clair pour moi, mais on en recevait des fois 1000 $, 2000, 3000, 500, à tous les jours pendant 3 mois. Des fois, on en recevait 4, 5, 6 chèques de montants d'argent comme ça qui sont rentrés. C'était incroyable. Il faut savoir qu'à chaque fois que le facteur venait à la maison, c'était quasiment savoir qui allait être le plus vite pour mettre la main dans la boîte à mal. Mais c'est parce qu'il y avait toujours des chèques, c'était toujours des gros montants. En conséquence de quoi, au bout, je pense que c'est 35 000 $ qu'on a reçu, quelque chose comme ça. Oui, autour de 35 000. Ouais. Et on a fait toutes les réparations sur notre maison exactement, plus un patio qu'on a ajouté en béton armé. On a fait plus. Ça a coûté 35 000 $ et notre maison était entièrement réparée. Était comme neuve. Elle a pris énormément de valeur. C'était devenu une super belle maison. Elle était tellement belle qu'il y avait du monde qui arrêtait sa rue. Je me souviens, il prenait des photos de notre maison. Et là, on se disait, wow, c'était un moment extrêmement heureux. Et quand c'est arrivé, cette affaire-là, on s'est dit, il est où le problème? Il est où le problème? Tu sais, si Dieu veut bénir nos voies, hein, il va le montrer à travers des bénédictions puis des phénomènes miraculeux comme ça. Donc, ça a été, pour nous, tout ça rattaché à la décision de faire l'école maison. Parce qu'on a fait l'école maison, on a vraiment senti que le Seigneur était avec nous dans ça parce qu'il nous a soutenus jusqu'à la fin du secondaire. Et nos enfants vont super bien aujourd'hui, autant humainement parlant que dans la foi. Donc, toutes les anxiétés parentales qu'on a eues, les peurs qu'on avait de gâcher leur vie, bien au contraire, je pense qu'on a été un élément important dans leur éducation. Et aujourd'hui, on a une super belle relation avec eux aussi. Je dirais même que moi, je me souviens pas qu'on ait vécu de crise majeure avec eux, de crise d'adolescence où on se parle plus. On a réussi à maintenir un climat assez sain dans les relations humaines. Et puis aujourd'hui, on est bien fiers de ça. Donc, c'est pas pour rien que France disait, nos garçons, ils veulent faire l'école maison, eux aussi. Ben, ils voient le fruit, ils vivent. Donc, dans leur tête, ils disent, c'est ça qu'il faut faire. Alors voilà, pour moi, c'est terminé. Tu veux-tu rajouter quelque chose, France? Non, sinon que je vous souhaite une bonne réflexion dans votre démarche si vous n'avez pas pris de décision encore. Et puis, c'est ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, à chaque année, l'ACPEC organise un congrès. Il va en avoir sûrement, pas sûrement, il va en avoir un autre l'année prochaine. Là, je ne sais pas où, ils vont l'annoncer à un moment donné. Si vous avez de l'intérêt pour ça, allez-y. Vous allez rencontrer beaucoup de parents qui font l'école maison déjà. Vous allez rencontrer, il va y avoir des ateliers, il va y avoir une plénière comme celle qu'on a fait cette année. Il va
va en avoir une autre par quelqu'un d'autre, c'est pas qui, mais peu importe. C'est un excellent moyen de se mettre à jour, puis de comprendre ce que c'est, puis de se faire des amis, puis de rencontrer des personnes qui peuvent devenir des accompagnateurs, des personnes aidantes aussi. L'ACPEC aide vraiment les parents, les encourage dans le matériel scolaire. Il y a même des maisons d'édition qui sont là. Vous pouvez acheter des produits. Bref, c'est vraiment un moment spécial. Et nous, au besoin, si vous écoutez ça, puis vous êtes des jeunes parents qui vous posent des questions, vous pouvez toujours nous écrire par Messenger, sur mon Messenger. Là, si vous avez besoin, on se rend disponible. Dans notre église, en chemin, c'est une chose qu'on veut pousser beaucoup chez les parents aussi. Donc, on va... quand je dis pousser, on ne veut pas obliger là, personne à faire ça, mais nous, on va se mettre au service dans notre église des parents qui veulent le faire pour les aider, puis les encourager, puis leur faire voir toute l'inspiration positive qu'il y a derrière ça. Alors voilà, rien à dire. Hein? OK, on va arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye bye.